Ah, ce rêve insensé qui était de vouloir espérer la partie Hades en animé. Et Dieu sait qu'entre 1989 et 2002, on a eu des rumeurs concernant cette adaptation qui s'annonçait impossible. Ma rumeur favorite d'ailleurs, elle était parue dans un Animeland, là où il se murmurait qu'un 5e film était en préparation. Les antagonistes du film devaient représenter la mythologie égyptienne. Une idée qui, encore aujourd'hui, elle continue de me fasciner. J'adorais que ce film ait lieu, mais bon, ceci est une autre chose. Alors, le décès en 1995 du producteur de la série d'origine, Hatano Yoshifumi, le plus grand fan de la série au sein de la Toei Animation, semblait anéantir tous les espoirs des fans. C'est même cette année que Shingo Araki était invité au salon du cartoniste en France. Là encore, nos attentes étaient grandes, mais hélas, rien de prévu. Bref, vous l'aurez compris, l'histoire de la saga Hades en animé est très longue et c'est maintenant que ça se passe. Le manga, lui, poursuivait son petit bout de chemin et l'auteur Masami Kurumada, par le retour des fans, que ce soit par l'Arc Asgard ou même les modifications des scales sur la partie Poséidon, eh bien, il a compris que ce qu'on attendait de lui, mettre en avant les Gold Saints. Il s'y emploiera avec talent pour cette nouvelle guerre sainte qui commence d'une manière très originale avec Doko, puis Athéna, ensuite par deux saintes oubliées par le fandom, à savoir Nachi et Ichi. Waouh! Mais avant cela, l'adaptation de la série Saint Seiya s'est terminée le 1er avril 1989. Comprenant l'intérêt de cette nouvelle mode, Tatsunoko a répondu avec la série Shurato, alors que Sunrise, lui, répondit par Samurai Trooper, série bien plus populaire aux États-Unis. Et je pense que jamais on aura en France les terribles OAV de cette série. J'enrage. Un CD album sur le thème Hades est sorti en 1991. Ces nouvelles compositions de Seiji Yokoyama sont magnifiques. Et le thème ouverture, il en a marqué plus d'un. Dans le V-Jump numéro 1, où était publié l'ultime chapitre de l'arc Hades de Saint Seiya, à savoir le chapitre 110, comme je l'indiquais dans ma vidéo Poséidon, Kurumada avait dit que cette partie serait adaptée par la Toei Animation. Cette information datait du 6 novembre 1990. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps ? Manifestement, les sponsors n'y croyaient plus. On a longtemps cru qu'un pilote ou une courte séquence d'animation existait, mais Shingo Araki avait dit que celle-ci n'était pas réalisée par son studio lors de son passage au cartoniste. Selon une certaine rumeur, il y aurait 2 films pilotes d'Hades qui existeraient au Japon, dans le studio Toei, mais lui n'y a pas participé personnellement. Donc tout ça, ce ne sont que des rumeurs. Mais personne n'a jamais vu le moindre extrait. La seule chose dont on est sûr de l'existence du projet en 1990, c'est ce petit cahier. Mais tout n'est pas perdu pour autant, pour les fans de Masami Kurumada en tout cas, parce que fier du résultat proposé par Shingo Araki, celui-ci répond présent sur l'adaptation du très sous-estimé manga Fuma no Kojiro. En 1989, il s'agit en fait de 2 séries d'OAV de 6 épisodes. La série était sortie chez Kazé en France avec l'un des doublages les plus atroces au monde. Sérieusement, quand vous avez des personnes qui vous disent sur YouTube quel est le pire doublage, machin et tout, mettez des extraits de Kojiro en français, la version Kazé. Vous verrez que c'est pas mal non plus. Le cavalier placé à côté de la reine me cause du tourment. Le cavalier? Oui. Décidément, Musashi, tu m'inquiètes. Jamais! J'en ai marre, je te quitte! Ah oui? Ne prends pas ce ton ironique avec moi, ça m'agace!
je dois t'avouer un secret. Je ne t'ai jamais aimé. J'étais avec toi par intérêt. Hé, ton sabre est d'une longueur exceptionnelle. Mais ça ne me fait pas peur. Je vais même en faire des cure-dents et après ça, je te tuerai. Ça te lance dans la jambe? C'est rien, ça va passer. J'ai mal. Ne te plains pas. Si j'étais arrivé quelques secondes plus tard, tu serais mort à l'heure qu'il est. En 1992, Kojiro accouchera d'un film qui adapte en réalité les tomes 9 et 10 du manga. Et enfin, en 1996, sortait l'adaptation d'un manga plus récent, à savoir Bet X. Alors je suis désolé, je dois le prononcer très mal, désolé. Sur cette adaptation, c'est Eisaku Inoue qu'on retrouve aux côtés notamment de Hideyuki Motohashi. Le temps passe, les fans de Saint Seiya ne comprennent pas la retombée de leur manga, tout du moins en France. Je n'étais pas au Japon. Les anniversaires sont guettés, mais rien n'y fait. Vient s'ajouter un élément intéressant toutefois, le trailer réalisé en 2001 par Jérôme Alquier, un Français. On a longtemps cru que ce trailer avait remonté à la Toei Animation et que ceci leur avait donné l'idée de repartir de plus belle. En réalité, la Toei Animation avait déjà cette idée de ressusciter la licence selon quelques sources. Mais oui, l'attente elle fut longue. Et alors là, oh miracle! Alors qu'en France, on pensait que c'était un fake, mais que nenni! Le site officiel vient de balayer les soupçons. Saint Seiya revient pour novembre 2002, soit 13 ans après la fin de la première série. Décidément, le chiffre 13 dans Saint Seiya porte vraiment bonheur. Cette saga règne en grand pop pendant 13 ans. Alors, le scénario est confié à Michiko Yokote, une scénariste bien connue des fans de Cowboy Bebop notamment. La série est produite par Toei Animation et Bandai Visual. Le budget est intéressant car 5 équipes d'animation, dont Shingo Araki Prod, sont là pour adapter la première partie de l'arc Hades en 13 OAV. Mais néanmoins, quelques limites à ce budget. Puisqu'en effet, Seiji Yokoyama avait confirmé des restrictions budgétaires, la Toei Animation n'était en effet pas totalement convaincue du potentiel commercial de ce revival, ce qui explique la présence des anciennes musiques, faute de budget pour des compositions inédites. Côté casting, c'est cette fois Shigeyasu Yamauchi qui est le réalisateur attitré, largement popularisé par les deux films 2 et 3 et par ses épisodes, en plus d'avoir tiré son épingle du jeu sur quelques films de Dragon Ball Z depuis. Alors concernant le design, eh bien au début on s'étonnera des couleurs des surplices d'Hades, clairement identifiées noires dans le manga. Pour les idées, j'ai rassemblé les 108 étoiles du roman Suikoden et je les ai associées avec les monstres tirés de la mythologie ou d'autres sources. Lors de cette partie, le design des armures était vraiment très difficile à imaginer. J'ai imaginé les surplices comme étant d'un noir de jet, car c'est la couleur qui leur convient le mieux. L'anime a par contre ajouté des couleurs avec des teintes violettes. Comme on reste dans des tons sombres, ça convient aussi. En fait, avec une couleur noire tout simple, ils auraient trop fait ressembler au Black Saint des débuts. Et au final, l'adaptation animée explorera d'autres voies. Voilà ce que nous dit Kunio Tsujita. Lorsque cette série a été mise en chantier, je me suis référé au schéma de couleurs décrit dans le manga pour les surplices. Et j'ai ensuite soumis des suggestions à Masami Kurumada. Le concept n'était pas non plus des armures renvoyant une lumière noire, mais plutôt d'armures ayant aspiré la lumière. Comme à l'époque nous avions fait la transition vers la colorisation numérique,
le nombre de couleurs et de tons disponibles avait considérablement augmenté, et il a donc été possible de jouer sur ces variations. Différencier les couleurs est devenu beaucoup plus simple. En fait, pour prendre les choses à l'envers, je pense que le chapitre Hades aurait été impossible à réaliser à l'époque des cellulos. Lorsque la franchise a redémarré, le staff disait souvent qu'il valait mieux la produire en tant qu'œuvre de l'ère numérique plutôt qu'en tant que continuation dans la lignée de l'ancienne série. Même à l'époque des Cell et de leurs nombreuses limitations au niveau des couleurs, il était nécessaire de chercher à tâtons des couleurs classes restant dans les limites de l'acceptable. Et je suis certain que les couleurs des surplices auraient été différentes si ce chapitre avait été produit en cette ère. Par contre, en face, oui, il fallait rajeunir le casting des Gold Saints, car quelques comédiens étaient à la retraite ou alors décédés malheureusement. Ainsi, le grand Shiozawa Kaneto, qui nous a hélas quitté en 2000, est remplacé par Yamazaki Takumi pour Mu. Naoki Imamura remplace Teisho Genda pour Aldébaran le temps d'une réplique. La voix de Ryoichi Tanaka n'ayant pas vraiment changé, Death Mask conserve donc sa voix. Même chose pour Aeolia, Aphrodite et Shaka, qui conservent leur excellent seiyuu. Milo n'est malheureusement pas repris par Shuichi Ikeda. Le rôle est désormais à Toshihiko Seki. Pour Shura, Koji Totani est remplacé et celui-ci meurt en 2006. Son rôle est donc repris par Takeshi Kusao, la célèbre voix de Trunk dans Dragon Ball Z. La voix de Camus était la plus évidente à changer. Rokuro Naya n'étant guère jeune au moment de la première série, il est donc remplacé par Nobutoshi Kana. Quant au nouveau personnage, Yamauchi Shigeyasu se dit plus que satisfait de la voix de Takehito Koyasu qui, de par sa voix, insuffle une puissance certaine au personnage de Radamante. 余計なことは気にかけるな。俺はセイントの亡者どもなど鼻から信用しておらん。要はアテナの首を早急に取れればそれで良いのだ。 Pour Pandore, le rôle est attribué à l'une des plus grandes stars du moment, à savoir Maya Sakamoto, qui enchaîna les rôles à succès, à commencer par le rôle de Hitomi dans Vision Escaflowné. 少しだけ伸ばしてやらぬでもありません。アテナは死んだはずのアテナはどこへ消えたのです。 On pourra noter que Bin Shimada est capable de tout incarner. D'abord Aigen dans Sanseiya, il a été fortement popularisé par son rôle de Broly dans Dragon Ball Z, et il revient cette fois-ci pour un tout autre personnage, à savoir Zelos. Les 13 OAV sont diffusés sur la chaîne Sky Perfect et également vendus en DVD. La particularité de ces DVD est d'y faire figurer des scènes non présentes lors de leur diffusion, un argument habile et qui fera le succès des ventes des OAV. それ以上血を流してどうする。まだ足りん。サガやアテナの流した血と涙に比べれば何もかも。 Une rumeur indiquait toutefois que le premier épisode aurait dû voir Jabu sans doute sauver Nashi et Ishii face à l'armée d'Hadès, mais à moins que ce ne soit le Rolling Crash de Pégase qui était prévu, on ne sait pas. Parmi les nouveaux venus du staff, on pourra également citer Mishinori Shiba, un animateur très talentueux qui fera des merveilles sur les épisodes 3 et 13. C'est ainsi que commence donc l'ère d'une nouvelle vague d'animateurs compétents avec ce revival. Et mention spéciale à Junichi Ayama, qu'on a très longtemps confondu avec Shingoraki sur quelques plans. C'est assez incroyable. On retiendra aussi la réalisation de Tatsuya Nagamine. Son style se rapproche beaucoup de celui de Yamauchi. Et il faut dire que les deux hommes ont souvent travaillé ensemble, que cela soit sur Dragon Ball ou Ana Yoridango. Aujourd'hui, Tatsuya Nagamine est surtout mondialement connu pour être le réalisateur du film de One Piece Z. En revanche, si la série d'origine, on pouvait compter sur le studio Mukyo via le brillant Tadao Kubota sur les décors, et à l'aube du numérique, c'est pas génial. Ouais. Et oui, alors pour la toute première fois dans Sanseiya, mais Sanseiya pêche sur ses décors. Beaucoup de plans 3D rudimentaires ne passent plus du tout en 2020, aujourd'hui, ou ce que vous voulez.
reste quand même l'ultime lot de consolation, c'est-à-dire la très belle fresque qu'on peut voir dans la salle de Pandore. Oui, elle est magnifique. Et alors que Saint Seiya surfait sur un opening rock, et alors qu'il était inévitablement prévu de continuer sur cette voie à l'époque via la chanson Dead or Dead de l'image album, eh bien non, ça ne sera pas cet opening là, mais Shikyugi, un style qui tranche énormément avec le style Saint Seiya de l'époque, une volonté de faire évoluer autrement la licence. Et bien en fait, pas vraiment. En réalité, c'est une récupération d'une chanson à la mode. Manifestement, Bandai et la Toei Animation ont rogné le budget à chaque fois qu'il était possible de le faire. Mais alors, que se passe-t-il dans cette première partie? Masami Kurumada replace l'action au sanctuaire, mais cette fois-ci, la traversée se fait par des antagonistes. Hadès, désireux de vaincre Athéna, et ce, sans avoir à utiliser ses propres spectres, fait ressusciter les anciennes gloires chez les Gold Saints. Comment vous est venue l'idée de ramener Saga et les autres d'entre les morts pour faire un Junikyu inversé? Lorsque la traversée des 12 maisons s'est terminée, les Gold Saints étaient devenus les personnages très populaires. Plus tard, lorsqu'on est arrivé à la partie Hadès, régnant sur les morts, je me suis dit que ce serait une bonne idée de les faire revenir en ajoutant le fait qu'ils veuillent prendre la tête d'Athéna pour créer un choc scénaristique. Et la question que je me suis toujours posée, pourquoi ne pas avoir ajouté Aiolos parmi les autres saints ressuscités? Aiolos n'étant pas mort à la même époque que Saga et ses compagnons, il semblait un peu hors de propos parmi eux. De plus, je voulais que Saga soit suivi par les membres de son groupe comme un leader plus âgé. Si Aiolos avait été ramené à la vie, il aurait probablement fallu qu'il s'oppose à Saga. Difficile de les imaginer côte à côte dans ce passage, non? Malheureusement, le manga ne développera finalement pas l'idée de faire apparaître des Silver Saints ressuscités, se limitant à mentionner leur nom sur les tombes profanées. Or, dans les OAV, eux le feront afin de donner de l'action à 3 bronzes, ceci n'étant pas particulièrement mis en avant dans cette partie. Il paraîtrait que la Toei Animation avait envisagé de ressusciter les God Warriors. Oui, vous avez bien entendu. Et donc, que ceux-ci auraient pu être tués en quelques coups par les bronzes. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, il était difficile de cerner l'étendue des pouvoirs de Mu. Mais là, l'auteur, pour rattraper le temps perdu, il va à cœur déployé. Mu a un rôle clé dans ses OAV et parvient à vaincre simultanément, et voire même facilement, Aphrodite et Deathmask. À mon sens, à ce stade-là, dans le manga, l'auteur n'était plus contraint par Bandai via les ventes des figurines de rendre les protagonistes équivalents chez les Gold Saints. Et donc on efface progressivement la règle du One Susan Wars. On peut aussi supposer que l'auteur n'avait pas envie de gérer un groupe de 6 renégats, déjà que Camus et Shura font de la figuration et se contentant de suivre Saga. C'est ainsi que Sion, le précédent pop, fait son apparition. Alors je vous invite à revoir ma vidéo sur les grands pop. Quoi qu'il en soit, Sion dispose d'une classe assez unique et Nobio Tobita fait un excellent boulot sur lui. Sion semble au premier abord implacable, fermement obstiné à tuer Athéna. Ce personnage donnera lieu à une scène culte où Doko est contraint de dévoiler le grand jeu. Faisant jeu égal avec son meilleur ami, Sion et Doko étant les 2 seuls survivants de la précédente guerre sainte. Comme je l'avais indiqué dans la vidéo des Gold Saints, si Sion est avant tout l'ancien saint du bélier, c'est parce que Masami Kurumada avait besoin d'un personnage pouvant contrer facilement les pouvoirs de Mu. Oui, je sais, je ne m'en remets toujours pas. On pourra ajouter dans l'équation Canon, venant porter son aide, et assez discret sur cette partie, si ce n'est qu'il montre qu'il est capable d'imiter les illusions de son frère. Bien sûr, son cas est aussi un prétexte pour donner un rôle à Milo, une scène forte qui deviendra la favorite de beaucoup de fans. Est-ce que vous pensiez faire de Canon un participant à la guerre sainte dès la conception du personnage? Dans une scène, Milo teste Canon avec sa Scarlet Needle, puis conclut qu'il n'y a pas d'ennemi ici.
mais juste un Gold Saint dont le nom est canon des Gémeaux. C'est une scène dont j'avais l'intention de dessiner. Les sentiments personnels des protagonistes sont primordiaux dans mes mangas. Ce genre d'histoire est également très populaire en France. Il y a d'ailleurs beaucoup de fans de Saint Seiya dans ce pays. Merci. Entre-temps, alors que la consigne était assez limpide, détruire le sanctuaire par d'anciens saints, Rhadamante n'est pas de cet avis et prend le pas sur les ordres de Pandore. Quand on connaît le plan initial de Sion, on est forcé de constater qu'il est perspicace. Malheureusement, les spectres obtiendront de faibles résultats. Toutefois, 4 spectres envoyés au sanctuaire se démarqueront des autres. Niobe du Deep. Alors voilà un spectre qui est vraiment très sous-estimé. Il me fait vraiment penser à Kirill dans Dragon Quest via sa fameuse technique Kill. En gros, si ça marche, banco, sinon le personnage est inutile quoi. Et selon moi, tous les Gold Saints n'ont pas de barrière infranchissable comme celui de Mu. Niobe est donc victime du scénario, mais sa technique d'empoisonnement, le Deep Fragrance, est tellement redoutable qu'il est presque certain d'emporter l'ennemi avec lui. Un spectre tellement coriace que beaucoup, à l'époque de la publication de Lost Canvas, ont pensé qu'il viendrait à bout d'Albafica. Raimi du Ver, grotesque en apparence, mais malgré tout efficace face à Aeolia. Le combat tourne vite en l'avantage du lion, surtout dans les OAV. Le nom de ce spectre provient du réalisateur d'Evil Dead, Sam Raimi, film où on voit beaucoup de tentacules. Gigante du Cyclope, le leader des spectres envoyés par Rhadamante. L'avantage avec les OAV d'Hadès est qu'on lui octroie un véritable combat. En effet, il se mesure à Seiya et ce dernier voit ô combien ce spectre est redoutable au corps à corps. Car dans le manga, il se contentait de frapper certes violemment Mu, mais ceci était paralysé par Papillon. Ah, Mew du Papillon. Ah punaise, un combat que j'adore dans le manga et que je déteste dans les OAV. Alors oui, si j'adore Michiko Yokote pour pas mal de choses, elle est responsable de plein de bonnes idées, voire Desmask et Aphrodite dotée d'un Cosmo doré par exemple face à Rhadamante, elle est malheureusement responsable d'un combat que je n'aime pas. En fait, la grosse différence avec le manga, c'est que Seiya n'est pas téléporté au Star Hill par Mu, mais directement dans l'arène où il affronte Cassius, puis rejoint par Shiryu, ensuite Yobia et ensuite Shun. Pour un rival, on peut comprendre qu'il était étrange que les héros principaux soient absents de l'intrigue. Ok, soit d'accord. Mais le souci, c'est que le moment de bravoure de Mew, eh bien, c'est Seiya qui fait les frais de sa fantastique puissance et vole presque la vedette à Mu. Au final, le saint du bélier vaincra très facilement ce spectre qui a cet incroyable pouvoir d'évoluer. Dans le manga, au contraire, Mu galère vraiment face à son adversaire. Il s'agit, à n'en pas douter, d'un des plus mauvais points de cette adaptation. Bref, Mew versus Mu, préférez la version manga s'il vous plaît. Outre les spectres, ce qui nous intéresse également, ce sont les interactions de Saga, Shura, Camus, qui prennent le relais puisque Deathmask et Aphrodite ont été vaincus. Saga est naturellement le leader. Ce groupe, en apparence indestructible, fera face à l'incroyable Shaka, ce personnage si apprécié des fans. Kurumada lui réserve là son ultime combat. La production des OAV met le paquet sur ce 9e épisode. C'est juste saisissant. Ne serait-ce que pour la technique Excalibur qui lui démarre le bal, mais c'est génial. La réalisation de Shigeyatsu Yamauchi associée à Eisaku Inoue mettra pas mal de fans KO par le résultat absolument fabuleux. La suite sera tout aussi passionnante par la mort de Shaka. Tu m'étonnes qu'après ça sur les forums il y avait beaucoup de Shaka du 58, Shaka the Best. Bref, Shaka est encore plus populaire qu'avec ses nouvelles OAV. Alors que quelques autres fans seront en revanche particulièrement déçus par ce boost de puissance soudain et ce lustrage de pompe purement gratuit. Dans le manga, Shaka est en difficulté dès que Camus lui gèle le genou, ce qui n'est pas le cas dans les OAV. La suite sera particulièrement brillante. Certes, d'emblée, les fans de Shiryu seront chagrinés de ne pas le voir rompre à lui seul l'équilibre lors d'un Athena Exclamation improvisé du côté de Mu, car ce sont en effet les 4 bronzes qui font barrage dans cette adaptation. La mort d'Athéna est très soignée. Quelle merveilleuse idée d'avoir inséré l'opening de la série dans un endroit bien précis.
La scène est franchement belle. La réaction des Gold est consternée par Saga et absente du manga est remarquable. Seiya et ses compagnons, apprenant enfin la vérité par un sillon en pleurs, partent illico à l'assaut du château de Pandore. Ah oui, j'avais entendu dire dans une vidéo que via le film Sanctuary, qu'il était incohérent car les bronzes ne se téléportent jamais via sous forme d'étoiles filantes. Bah si, en fait ça existait. Et là, attention, les 2 derniers épisodes. Alors, je vais être franc avec vous. La première fois que j'ai vu l'épisode 13, eh ben, j'avais été déçu sur 2 points. Le premier était de ne pas voir Rhadamant éjecter Mu, Milo et Aeolia dans le puits des âmes. Et la seconde, c'était l'absence de Valentine et de sa clique. Maintenant, mon opinion a évolué et j'ai largement pardonné ces 2 absences. Par contre, le point qui fit débat sur les forums, c'était sans nul doute que le scénario de Michiko Yokote ne mentionnait nullement le Kekai instauré par Hadès dans le château. En effet, dans le manga, si Rhadamant vainc si facilement les Gold Sun, c'est parce que ceux-ci ne peuvent utiliser que 1/10 de leur force. Une information qui intervient très rapidement et qui sert intelligemment la crainte que ressent le juge face au bronze. Ici, cet élément est partiellement gommé. Rhadamant indique dans l'OAV ceci. L'ambiguïté quant à la présence ou non d'un champ de force est donc maintenue, mais malgré tout, elle fit pas mal de débats. Vu que Michiko Yokote a claqué la porte à la Toei Animation via le 5e film, on ne saura jamais ce qu'elle comptait faire de cette information ou si c'était dans son interprétation que, que Rhadamant était naturellement plus fort que les 3 Gold Saints. Cela aurait sans doute posé problème par la suite avec Kanon, que l'on voit apparaître de dos sur le dernier épisode. Super classe. En parlant de la mort de Shura, Camus et Saga, on a eu droit à la séquence d'émotions qu'il méritait. Que pourrais-je dire de plus? C'est parfait. Non, j'ai pas de mots. 分かっている。僕たちに託されたのはアテナだけじゃないんだ。託されたのはセイントとしての魂。そして忘れない。この時代に死してなお正義を守り通そうとした黄金のセイントがいたこと。 Et quoi que je puisse dire, alors oui, l'Ultimo AV13 est l'un de mes épisodes favoris, car on y retrouve toute la saveur qui fait que Saint Seiya, c'est Saint Seiya pour moi. Bien sûr, c'est subjectif, évidemment. Des déformations de Yamauchi, une situation désespérée, mais malgré tout, Seiya va jusqu'au bout et brise une nouvelle fois ses limites pour rejoindre Athéna. Une fin magnifique, alors que dans le manga, il n'y avait pas vraiment de combat, si ce n'est que Rhadamant esquive un coup, et voilà. Les OAV ont véritablement transformé ce court passage du manga, et en y rajoutant d'ailleurs une petite interaction entre Shun et Pandore, une idée particulièrement séduisante à n'en pas douter. Pour information, une scène d'Iki était prévue dans cette OAV, mais a malheureusement dû être coupée. En effet, si on regarde la fiche de Johnny Q, Iki a lui aussi sa nouvelle clause, et le modèle sheet était là, mais la scène n'a pas pu être incluse. Dommage, car en y rajoutant cette courte scène, où je crois d'ailleurs que c'est peut-être l'une des rares fois où Iki parle à Shiryu, en tout cas c'est rare, Iki a son ancienne clause. Le changement apparaît donc assez presque inexplicable dans les OAV du Mekai. Après, on peut toujours se dire qu'Iki a dû intensifier son cosmos plus que jamais pour atteindre l'Ariashiki nécessaire pour se rendre vivant au monde des morts. Et sa clause a donc évolué en conséquence. Mais bon, malheureusement, on ne le verra pas. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette nouvelle traversée des marches ? Des affrontements assez inédits, car pour la première fois, ce ne sont pas les bronzes qui sont exposés. Il y a beaucoup de mystères et il était difficile de cerner les véritables agissements de Saga, Shura et Camus. Forcément, on se doutait de quelque chose, mais la réponse, elle était si évidente pour vous. Et oui, c'était une belle surprise que cette clause d'Athéna, qui au final ne servira pas tant que ça. On a le droit à des spectres très irréguliers, allant du très fort au très mauvais. D'ailleurs, il y a là une petite incohérence dans le manga, car
les 5 spectres tués par le Lightning Plasma d'Ayulia réapparaissent par magie, et cette erreur se répétera dans les OAV. Aldébaran, lui, est véritablement le Gold Saint le plus malchanceux. Personne ne me fera changer d'avis là-dessus. Les musiques créées à l'époque de l'image album Hades sont pratiquement toutes utilisées, et avec beaucoup d'intelligence. Et à l'instar de la série Asgard, qui a récupéré les BGM du second film, avec quelques morceaux d'Abel pour lui, cette partie est un véritable patchwork des anciennes compositions de Seiji Koyama sur l'ensemble et des films. On a donc du Sanctuaire, Asgard, Poséidon, Eris, Abel, mais surtout les thèmes du film Lucifer sont utilisés, et comme je le disais dans ma vidéo sur ce film, elles ont largement été sublimées via ces 13 OAV. Les épisodes sont magnifiquement réalisés. On regrette tellement que Tatsuya Nagamine n'ait pas participé davantage à l'aventure Saint Seiya, si ce n'est à l'épisode 52 de Saint Seiya Omega. Quoi qu'il en soit, ces OAV sont salués par les fans, les critiques sont globalement plutôt positifs, tous les voyants alors sont au vert. Et c'est là que la Toei Animation va commettre sa plus grande erreur stratégique.
dans les OAV d'Hadès, eh ben, il y a pas mal de scènes cultes. Mais il y en a une qui a retenu les fans pour son côté surprenant, c'est évidemment la scène où on peut voir Rhadamante boire de l'alcool. Alors cette scène, elle est très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, le jeu de lumière, les couleurs, elles sont vraiment fantastiques. Et d'autre part, eh bien, étant donné que le manga était terminé depuis un bail, évidemment, on pouvait déjà apporter quelques interrogations sur Pandore, étant donné que son tragique destin ne sera que narré à la toute fin du Mekai. Cette scène fait un bien fou justement à la licence. Nul doute qu'aujourd'hui, cette scène est souvent utilisée pour dire à quel point les OAV du Junikyu étaient de très bonne facture, et ce type de rajout justement fut salué par la majorité des fans.